Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale. Ghislain Joseph Gabiot. Ghislain Joseph Gabiot n'est plus à présenter pour ceux qui suivent la presse congolaise depuis des années. C'est un des plus anciens journalistes sportifs congolais. On le reçoit ce soir pour parler non seulement de sa vie, de sa carrière, mais aussi de cet ouvrage, dans le rétroviseur de ma vie, de la gare à Montmadia aux 5 continents en passant par Brazzaville. Déjà auteur de plusieurs ouvrages, Ghislain Joseph Gabiot donc signe cette autobiographie où il retrace sa vie. Et dans le titre, on parle de la gare à Montmadia jusqu'aux 5 continents en passant par Brazza. On saura tout ça, pourquoi c'est cette particularité. Je ne serai pas seul au cours de cette émission. Je serai en compagnie de Sir Makosso. Bonsoir Sir. Bonsoir Bonsoir Ghislain. Anthony. Bonsoir Monsieur Tao Tao. Bonsoir Anthony, bonsoir Sir Makosso. Voilà, Monsieur Tao Tao, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être de nôtre ce soir pour parler donc de votre ouvrage, mais également de votre vie dans sa globalité. Nous allons partir donc. Vous dites que de la gare Madia à Mont, aux 5 continents en passant par Brazzaville, mais pourtant votre vie débute il y a 75 ans à Kinkala. Oui. Ma vie débute à Kinkala où je suis né. Et voilà. Mais quand je suis né à Kinkala, je suis un bébé. Je n'ai pas, je suis un bébé. Maman meurt en ce moment-là. Et maman est amenée à Madia où elle va être enterrée dans la grande famille Pierre Matingou. Pratiquement quelques temps après, peut-être moi, je ne connais pas, voilà que mon papa va mourir à Kinkala. Donc moi, je vais passer toute mon enfance à Madia. Voilà pourquoi. Mais une enfance qui commence déjà avec les difficultés, les parents qui meurent très tôt, et rapidement la solidarité au sein de la famille se met en place, et vous êtes recueillis à Madia et élevé par les membres de votre famille. Exactement, mais vous savez que quand c'est comme ça, c'est ou un oncle qui vous prend en charge, et si vous avez un grand frère, c'est le grand frère, si vous avez une sœur, c'est la grande sœur, et moi, j'ai été prise en charge par ma famille, et c'est grand-mère qui m'a élevé. Je pense même que j'ai tété les seins de grand-mère, parce que vraiment, c'est un bébé qui arrive à Madia. Est-ce qu'au cours de cette enfance que vous passez avec votre grand-mère, la présence des parents manque? Est-ce que vous ressentez cette absence quand vous voyez les autres jouer avec leurs parents? Oh non, parce que tout de suite, je me retrouve avec des enfants du village et avec ces enfants-là, on fait corps dans la famille. Vous avez et des filles et des garçons. Et la famille était tellement unique, dont je ne l'ai pas senti en tout cas. Et quelques années après, c'est le départ pour Muyonzi. Là aussi, c'est une autre étape de votre existence dans le cadre de votre formation scolaire. Exactement, parce que quand je suis à Madia, je ne suis pas à l'école. Je me rappelle que quand même, on m'avait mis au débutant zéro. Et au débutant zéro, comme c'était chez les protestants, il y avait un manuel qu'on appelait un kotolo. Et c'était en Congo. Une sorte de syllabaire. Voilà, un sorte de syllabaire pour pouvoir lire la Bible. La Bible en Congo. En Congo, voilà, parce que la Bible n'était qu'en Congo. Donc, au départ de là, débutant zéro, mais je me rappelle, hein, au débutant zéro, il y avait des gaillards. Et moi, j'étais là tout petit. Donc, bon, je n'ai pas passé une année au débutant zéro. Maintenant, voilà que je vais partir à Muyonzi avec oncle Pierre Matingou, qui va, lui,
prendre le train paquebot parce que cet homme d'affaires ne pouvait pas prendre est n'importe quel le train. seul. Mais non, il ne pouvait pas prendre n'importe quel train. Et puis ce train-là ne s'arrêtait pas à Madia, mais spécialement quand lui partait, il en faisait la demande sur Brazza et la demande enregistrée. Et le train s'arrêtait juste pour le prendre et continuer sa route. C'est dire en ce temps-là la puissance ou le poids économique avait votre oncle dans la région et dans le pays. Ah, exactement, mais c'était un monsieur. Il était le patron des menuisiers congolais. Donc, la menuiserie de Pierre Matingou à la gare à Montbazi recevait des jeunes qui venaient de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Kinkala. Et ces jeunes venaient apprendre le métier de menuisier chez Pierre Matingou à Madzia, de telle sorte que Pierre Matingou sera également dans la construction de la ville de Brazzaville parce que c'est lui qui va équiper les maisons de l'administration coloniale en ouverture et puis après en mobilier. Donc, ça fait sa notoriété. Je vous donnerai seulement comme exemple l'immeuble Air France en face de la prison de Brazzaville. Cet immeuble-là, quand vous voyez les ouvertures qui y sont, c'est lui. Et quand vous êtes au camp 15 août, tous ces immeubles-là, c'est lui qui a fait ouverture et mobilier. Nous sommes là donc nous sommes là autour des années 50, c'est-à-dire quand vous allez à Mouyonzi, c'est aux années 50. Oui, oui, voilà. Voilà. Et lui, donc, il est le grand menuisier. Il est également un commerçant. Il assure le commerce entre Madia et Kindamba. Il a, lui, tout seul, créé la route qui mène de Madia à Kindamba. Mais en fait, cette route-là part de Kinkala, précisément de Yokama. Elle passe par Madia et elle aboutit à Kindamba. Et à Kindamba, il y a la mission catholique là-bas, c'est un grand centre. Et cette route, c'est lui qui l'entretient. L'État n'y met rien. C'est lui qui entretient la route. Donc, troisièmement, ce monsieur est également dans le commerce industriel. Il va acheter des noix de palme pour ses huileries. Il avait 36 huileries dans la région du Pôle. 36 huileries. Et ces huileries fournissaient l'huile à une société de savonnerie qui était à Yokama. En plus, il pouvait aussi, pour cette huile, faire que les noix palmistes qu'on récoltait là, ces noix-là, il les vendait à la SCKN, qui lui aussi faisait son commerce. Donc ce monsieur-là, il est menuisier, il est commerçant, il est transporteur. C'est un grand homme d'affaires. On aurait pu imaginer Ghislain Joseph Gabiot menuisier ou commerçant. Ah oui, ça, non, mais Monsieur Mouyongi, c'est que pendant les vacances, par exemple, quand je serai au lycée, mais mes vacances, moi, je ne les passerai pas à Brazzaville. Que ce soit Noël, que ce soit Pâques, que ce soit les grandes vacances, c'est à Madia. Et quand j'arrivais à Madia à ce moment-là, j'étais au service de oncle Pierre Matingou. Moi, j'ai eu cet avantage avec Pierre Mbidi, qui était le directeur administratif et financier. Il m'a appris la dactylographie. Ouais. Donc, en ce temps-là, c'était un summum. Hein, c'était comment savoir utiliser la machine. Or, là, déjà, je suis parti de Mouyonzi et revenu à Madia.
Donc, restons d'abord à Mouyonzi avant de revenir à Tikala. Vous arrivez à Mouyonzi et parmi Oui. les enseignants, il y a Charles David Ganao. Voilà. Il y a Charles David Ganao, il y a également un certain Djingula, il y a aussi Mangbenza, il y a à l'école normale de Mouyonzi, des instituteurs, et là-bas, il y a, comme je disais, les Matingou, il y avait les Louemba, il y avait également un Gabonais qui deviendra plus tard arbitre international de football, monsieur Onwa Lele. Oualele. C'est un Gabonais. Et quand je l'ai retrouvé à la CAF, alors je lui ai répété ça. Il dit, comment ça? Ben oui, j'étais tout môme. J'étais môme. Et ce monsieur, à l'école normale de Mouyonzi, les jours d'éducation physique, puisque l'éducation physique, il le faisait le samedi, et nous allions à l'école normale des instituteurs assister à... Pour nous, c'était des jeux. L'éducation physique ou la pratique du sport par les normaliens. Et ce monsieur faisait le saut à la perche. Le saut à la perche. Wow. Le saut à la perche. Mais nous, après, quand nous repartions dans le quartier, mais nous les imitions. On allait chercher des bois, des morceaux de bois, et puis on cherchait des pagnes ou bien la corde plutôt, la corde qu'on étendait, et sans même qu'il y ait du sable. Donc, au risque péril, on peut se rompre voilà. le cou. C'est ça. Donc, voilà un peu ce qu'on découvre à Mouyonzi, comme il y avait M. Niabia également. Il y a, Jean-Marie Niabia, oui, c'est ça. Oui, Jean-Marie Niabia. Niabia aussi était. Et à Mouyonzi, il y a aussi... Oui. Vous dites, à Mouyonzi, il y a quelques habitudes, la chasse au rat, vous vendez des jouets aux jeunes blancs. Alors, la chasse au rat, c'était une activité interdite par les parents, sinon tu te faisais rosser. Parce qu'il y avait risque c'est ça, parce que oui, parce que la chasse, on faisait comment? On brûlait la brousse. Il fallait faire un feu de brousse et vous entourer une partie de la brousse. Et quand le feu a emporté tout sur son passage, nous avions pour pouvoir creuser les trous et c'est comme ça qu'on attrapait les rats. Mais attention, il était interdit d'incendier la brousse. Donc, quand vous le faites, le commandant envoie ses miliciens pour pouvoir aller attraper ceux qui ont allumé le feu de brousse. Et quand on vous prend, on vous amène là-bas en prison. On vous amène en prison. C'est interdit de brûler la brousse. Donc, les parents nous l'interdisaient parce que... Et quand les parents apprenaient aussi, c'était la même... Il y avait toujours une punition après. Mais il y a la chicotte. Il y a la chicotte. Sire, est-ce que vous avez une question pour... Alors, oui. Il faut dire, Anthony, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit Ghislain Gabio, on est quand même agréablement surpris que finalement l'enfance n'a pas bougé depuis cette époque-là, notamment pour ceux qui naissent un peu hors des grandes villes. Je pense que les histoires peuvent être les mêmes. Et je découvre aussi un homme qui a encore toute sa mémoire, parce que ce livre, comme le dit Guy Menga, peut être vraiment un guide touristique. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader au Congo et sur les 5 continents à travers ce livre. Vous allez retrouver des repères dans la région du Poul, dans la Bouenza. Alors, Ghislain Gabio, j'aimerais bien qu'on reste un peu à Mouyonzi. Quand je vous lis, on constate en fait que Mouyonzi, c'était, je dirais, c'était la Sorbonne de l'AEF à cette époque-là, en fait. C'est-à-dire que tout le monde venait à Mouyonzi pour être instruit. Parce que Mouyonzi, en ce moment-là, avait l'école normale d'instituteurs de l'Afrique équatoriale française. Donc, les Gabonais, les Centrafricains, les Tchadiens
Oui, et puis les Congolais eux-mêmes, ils étaient formés à l'école normale d'instituteurs de Mouyondi. C'était l'équipe, plutôt l'école fédérale. Et c'est là-bas aussi que les jeunes qui étaient formés avaient cette possibilité de faire leur stage à l'école laïque de Mouyondi. Et le directeur de cet établissement, d'ailleurs de l'école laïque, c'était M. Kakou. Vous savez, la famille Kakou, il y a eu l'abbé Kakou, il y a eu également, bon, le Kakou et le fils, c'est l'un des fils, c'est Jean-Claude Kakou, Kakou Robert. Cette famille-là a vraiment fait parler d'elle et c'est Raoul Kakou qui était le directeur de l'école dite régionale de Mouyondi. Donc voilà, beaucoup de cadres, en tout cas au niveau de l'enseignement, ont été formés à Mouyondi dans l'AF. Voilà pourquoi, Sir Makosso, on peut dire effectivement que c'était un grand centre. Oui. Et c'est aussi là que vous faites déjà la connaissance des petits blancs, parce que quand vous venez à Paris, à la limite, déjà pour quelqu'un qui quitte un village, Madia, qui arrive à Mouyounzi, et là, il y a des enfants de militaires, et tout à ce, on voit Gabio qui devient en fait commerçant, il vend des jouets, en même temps un designer, on dirait aujourd'hui, puisque vous fabriquez des jouets eux-mêmes. Des jouets pour vendre aux petits blancs. Mais oui, mais pour nous, ces petits blancs, mais c'était la découverte parce que, bon, mais dites-vous, Anthony et Cyr, que le blanc, moi je l'ai découvert à Madia. Comment? Mais la première mission évangélique suédoise, elle est à Madia. Donc nous voyons les blancs. Les blancs, nous les voyons, peut-être pas leurs enfants, mais les blancs, en tout cas, nous les voyons à Mouyondi, plutôt à Madia. Mais l'intérêt qu'on vous dit à Mouyondi, non à Mouyondi, cette fois, c'est les petits blancs qu'on voit. Quand on va leur vendre l'avion qu'on a fabriqué, la voiture qu'on a fabriquée, on est avec eux et on s'entretient avec eux. Mais dites-vous parfois, ce qu'ils nous donnaient là, ce n'était pas grand-chose. Hein. Quand vous vendiez votre, votre camionnette là ou votre voiture, c'est un mouchoir qu'ils vont vous donner. Et ce mouchoir-là, il est bien repassé et puis il est parfumé. Au joli soir. Donc, quand vous l'avez, mais oh là là, oui. Ah non, les jolis soirs, c'est les noirs. Or, les blancs, ils avaient un meilleur parfum. Voilà. Donc, quand tu as ça, oui, quand tu as eu ça en échange avec la voiture que tu as vendue, mais tu étais aux anges. Mais le mouchoir, là, est-ce que vous l'utilisez ou bien vous le gardez précieusement juste pour humer un peu l'odeur du bon parfum? Ah, d'abord, pour humer l'odeur du parfum du mouchoir. Il y a l'odeur du parfum du mouchoir, mais on plaçait ça à la maison en bonne place. Hein? Et on ne l'utilisait que, par exemple, le dimanche, si on va au temple ou à l'église, bon, mais on l'a parce que ça fait partie d'une pièce. Il n'y a que les grands qui pouvaient avoir un mouchoir. Nous, les petits-enfants, là, non. Hein? Vous vous rappelez, même dans notre jeunesse, là, il y avait, je ne sais pas comment on appelait ça, les mouchoirs que nous faisaient les petites filles, là, hein, les grands qui recevaient les mouchoirs de leurs copines. Mais ça n'avait rien à voir avec le mouchoir que nous recevions des Blancs. Et à Mouyon, c'est une autre activité aussi que vous découvrez par l'intermédiaire de votre oncle, c'est la photographie. Votre oncle Matingou était également photographe. Donc, l'oncle, non, cet oncle-là, c'est Mwanga Gaston. Mwanga Gaston, oui. Voilà. Il était aussi photographe. Il était aussi photographe et c'était le photographe de l'école normale d'instituteurs parce que ses clients étaient là-bas. Donc, c'était quelqu'un de connu dans la zone parce que j'imagine qu'il n'y avait pas deux photographes dans le périmètre. Oui, il était très connu. Il était très connu et d'ailleurs, lui, en ce moment-là, il s'habillait à la mondiale. Il y avait au niveau de
la France, une maison où les gens bien commandaient le costume, leurs habits, et lui, il était habillé par la maison La Mondiale. Et l'intermède de Mouyonzi fini, retour à Madia, et ensuite Voilà. Il y a l'école régionale de Kinkala. C'est ça. Et là, la particularité, oui. c'est que Kinkala, vous avez eu la possibilité d'aller soit à Kibouinde, qui était non loin de là, mais on vous a mis à Kinkala, qui est à 30 km, et vous faisiez la distance Kinkala, Madia, Kinkala, à pied. Donc, les 30 km, ce qui faisait 60 km. Oui, bon. Il faut dire qu'à Madia, il y a un cycle complet à la mission évangélique suédoise. Mais moi, j'avais fait l'école laïque. Donc, mon oncle Mwanga Gaston ne voulait pas que je fasse l'école des protestants Madia où il y avait un cycle complet. Non plus m'envoyer à Kibouinde où il y avait le cycle complet de l'école de l'enseignement catholique. Donc, la seule solution, c'était Kinkala. Et malheureusement, Kinkala, c'était 30 km de Madia. Et tous les week-ends, il fallait revenir sur Madia, prendre son petit manioc et rentrer à pied. Bon, on s'est finalement retrouvé avec 3 ou 4 garçons qui partions de Madia pour Kinkala. Donc, cette compagnie faisait que, voilà, on ne voyait même pas le trajet long. Mais la particularité, quand même, en ce moment-là, c'est que, bon, grand-mère vous a fabriqué le gros manioc qui vous permettra de pouvoir tenir pendant toute la semaine. Bon, en plus de ce grand manioc, on vous a donné un peu de viande, du poisson salé, et ça, vous devrez en tout cas ne pas être trop gourmand, sinon vous ne pouvez pas terminer la semaine avec. mais il y a encore quelque chose d'autre qui fait rire Anthony. Ce manioc-là n'arrivait pas complet à Donc, Kinkala. déjà sur la route, vous mangez mais sur la route, mais bien sûr, sur la route, on se retrouvait et on mangeait, on se partageait le manioc, on se partageait la nourriture. Donc, toute la réserve n'arrivait pas au complet à Kinkala. Il fallait quand même s'arranger que le peu qui arrivait à Kinkala puisse vous aider à tenir toute la semaine. Oh oui, non. Vraiment, c'était le gros manioc, donc il n'y avait pas d'inquiétude. On tenait toute la semaine. Mais finalement, quelque temps après, vous faites la distance, mais là, on vous offre une bicyclette. C'était un peu plus facile. Oui, voilà, c'est notre oncle qui va m'offrir une bicyclette. C'est donc Pierre Midi. Et maintenant, je peux partir de Madia par Matumbu, donc le chemin de fer, et de Matumbu, j'arrive à Kinkala sans problème. Je n'ai plus à porter le manioc sur la tête. C'est sur le porte-bagages. Donc, en tout cas, j'étais plus à l'aise en ce moment-là. Et en ce moment-là, on remarque que ça se faisait un peu du sport aussi, faire tous ces kilomètres-là à bicyclette. J'imagine que le jeune homme que vous étiez était sportivement costaud. Ah oui, bien sûr. Ben, de toute façon, moi, il y avait des occasions où je jouais d'abord à Mazia. J'ai fait un match de football souvent de 10h à midi. On joue au football, à la foot. Et puis après, je prends ma bicyclette pour rentrer à Kinkala. Donc, le sport, oulala, ça, on le pratiquait même sans le vélo. Et à Kinkala, donc, vous commencez à lire le journal. C'est là, vous êtes passionné de la lecture, le journal de la semaine de l'AF, vous le lisez régulièrement. Et il y a une rubrique
qui vous intéresse particulièrement? C'est comme si c'était déjà les prémices du futur métier que vous allez faire. C'était la rubrique sportive, la page de sport qui vous intéressait. Ah oui, parce que en tant que fanatique du football, je pouvais m'intéresser qu'à ça. Et déjà, oncle Pierre Matingou était abonné au journal La Semaine africaine. Donc, de l'AF d'ailleurs, en ce moment-là. Moi, je le lisais, ce journal, à Madzia et à Kinkala, je l'achetais. Donc, et ça coûtait le premier regard, pour vous dire, en ce moment-là, ça devait être entre 25 et 50 francs. Hein. C'était entre 25 et 50 francs. Donc, la première page que je lisais, c'était la page sportive. Et là, les commentaires de Sylvain Béba, qui était le 24e homme, m'attirait tellement. Ce monsieur, quand il faisait le compte-rendu du match, c'est comme si vous étiez au stade au stade machin. J'étais vraiment subjugué par ce monsieur. Et finalement, moi, j'ai pris goût. Et à Kinkala et Mazia, je commençais à faire le compte-rendu des matchs qui se jouaient. Et quand j'ai envoyé ça au journal La Semaine africaine, mais la Semaine africaine ou de l'AF, les publiait. Et voilà le goût de l'écriture qui m'était venu grâce à cette lecture et surtout à cet écrivain. Vous avez qu'une dizaine d'années à l'époque, hein, quand vous commencez déjà à être publié à la Semaine de l'AF. Vous n'avez même pas 15 ans. Non, pas 15 ans. Je devais avoir mes 11, maximum 12 ans. Hein. Donc, on imagine aujourd'hui un enfant de... Sire, vous imaginez aujourd'hui un enfant de 11 ans, 13 ans écrire un article posté par un journal. On voit quand même la différence dans la formation. Oui. Mais ce qui est aussi intéressant dans les apprentissages de Joseph Gabio, quand on lit son livre dans le rétroviseur de ma vie, on voit aussi que la chanson a eu une part très importante, en fait. Les apprentissages se faisaient par le chant. Est-ce que vous vous rappelez encore cette chanson à l'honneur de Monseigneur Augoire, Joseph Gabio? On était coupé là. Je ne vous avais plus. Non, je disais que les apprentissages sont aussi passés par la chanson. Quand on vous lit, en fait, dans cet ouvrage, les apprentissages sont passés par la chanson. Est-ce que vous vous rappelez cette chanson à De Gaulle et l'autre à Monseigneur Augoire qu'on peut retrouver ici? Est-ce que vous avez encore un peu l'air? Comment est-ce qu'on chantait ça à l'époque? Chantons Augoire, grand explorateur, le grand Monseigneur. Chantons Augoire, explorateur. Voilà un peu la note qui me revient. Autrement, c'est surtout la chanson du chemin de fer, là où nous devrions connaître les gares. Brazzaville, Simoko Matete, Kibwende Baratier, Amo Matumburu, Briso Marchand, Amindou Likomba, Marche de Chavannes, Kimbedi, Lotete, le Brimadingo, Jacob Eludima, Favedolisi. Donc, il y a des chansons comme... Oui, ils ont changé de nom. Maintenant, d'ailleurs, je me retrouverai difficilement. Alors, nous sommes donc au niveau de... là, on est à Kinkala. Vous êtes un jeune homme de 13 ans, passionné de sport, et vous écrivez des articles, vous envoyez des comptes rendus de match au journal de la semaine de l'AF, qui deviendra plus tard la semaine africaine. Oui. Alors, vous êtes passionné de foot. Est-ce qu'il vous arrivait de pratiquer ou bien c'est juste que vous étiez plus intéressé par le spectacle, regarder les autres et puis le transcrire? Vous jouez aussi? Ah, la foot, c'était ma passion. À Nadia, je vais vous dire, pendant les vacances. Quand il est le matin,
je parle des grandes vacances. Hein. Ces grandes vacances-là, le matin, la première chose, c'est aller voir si on a pu attraper des rats. Parce qu'on a tendu des pièges et on va voir les pièges à rats. Et quand on a pu prendre des rats, on arrive à la maison et on enfourre ces rats-là, on mange et après avoir mangé, on va jouer au Moana Foot. Okay. On commence la partie, par exemple, à 9 h, on va la terminer à midi parce que c'est des parties interminables. Et comme la rivière Madia est à côté, on fait une partie, on va se laver, on revient encore, on joue et on est là jusqu'à midi. Quand on a encore faim, maintenant, on repart voir les pièges. Si on va attraper de quoi manger, bon, on va manger l'après-midi. Ce sera pareil, mais attention, à partir de, on se dit, vers les 15 h, 16 h, on va chercher le bois. Parce qu'il y a le mbongi. Le mbongi, c'est la case du quartier où tout le monde se réunit le soir pour manger. Et là, que vous soyez orphelin, que vous soyez étranger, quand vous êtes au mbongi, c'est pour tout le monde. Il y a à manger, il y a également l'éducation parce qu'on va nous raconter le soir des histoires, tout et tout. Donc, le programme était comme ça. En conclusion, nous étions des fans du Moana Foot. Et comme à Madia, il y avait une grande équipe qu'on appelait, il y avait même deux équipes. Il y avait l'équipe Diamant Sport. Cette équipe-là, en fait, c'est l'équipe corporative de la menuiserie de Pierre Matingou. C'est des gens qui travaillaient à la menuiserie qui faisaient partie de qui formaient cette équipe. Il y avait aussi quelques enseignants de la mission évangélique suédoise qui faisaient partie de cette équipe. La deuxième équipe était à la gare des chemins de fer dans le campement et cette équipe s'appelait Caïman. Donc, deux équipes de football qui faisaient des matchs contre Kinkala, Mindouli, contre le petit séminaire de Mbamou, contre Baratier, contre Matungu. Donc, Madia était une équipe, un village de footballeurs, un village de menuisiers, et nous, les petits, mais le Moana Foot. Donc, nous pratiquions, et quand la grande équipe jouait ou les grandes équipes jouaient, ben, on était spectateurs. Voilà. Et la passion du foot avec cette organisation-là, les Moana Foot, vous allez le garder et ça va grandir au fur et à mesure. Quand vous arrivez à Brazza, quelques temps plus tard, vous arrivez à Brazza, vous êtes à Bakongo, mais vous circulez, vous sillonnez dans les quartiers de Brazzaville pour aller assister, surtout les dimanches. Vous commencez à Bakongo, vous allez au plateau de 15 ans, vous allez à Potopoto, vous allez même jusqu'à Wenze, juste pour assister aux différents matchs de Moana Foot. C'est ça. C'est vrai parce que quand je termine ce circuit-là, je suis au stade Eboué à 16 h pour les matchs du championnat. Pour rentrer à Bakongo à 18 h. Non, 18 h, c'est trop tôt. Je rentrais à Bakongo pratiquement dans le coup de 19 h. Et quand je rentrais à cette heure-là, l'oncle paternel, alors, il avait déjà bloqué la parcelle. Le portail était fermé à clé. Il fallait faire le mur, comme on dit. Et alors, sans le savoir, en ce temps-là, tout jeune que vous étiez déjà, vous conduisez déjà en reporter. Ah oui, mais j'étais déjà le. Mais dites-vous que pour rentrer dans les stades, au stade de Boué, nous nous cachions. Parce que il y avait parfois du côté du chemin de fer, il y avait là de la broussaille avant de rentrer dans le stade. Donc nous nous cachions là.
Dès que les équipes rentraient dans cette ambiance-là, on perçait et puis on rentrait dans le stade. Ça, c'est deux. Parfois, c'est Papa Audin qui était le président de la Ligue, qui nous faisait entrer. Oh, les Moana, venez, on vous fait rentrer. Mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, je me rappelle même d'un coup que j'avais reçu au stade de Monseigneur Biechi à Bakongo. J'ai jamais oublié ce match-là. C'est le match entre le Cara et les Diables Noirs. Et le Cara avait remporté ce match par 7-3. Et le grand homme du match, c'était Ndunyama, la bête. Il a fallu d'ailleurs que Nganga Poison, au cours d'une dispute de la balle, ils montent tous les deux. Et quand ils se sont disputés le ballon, la tête de Nganga Poison a heurté celle de Ndunyama. Et Ndunyama a tenté de se relever 3 fois. Il se relève, il retombe 3 fois, il se relève. Il est sorti du stade et il n'a plus continué la partie. Et moi, pour assister à ce match, je fais le mur. Dès que je suis tombé, il y avait un policier à côté avec sa matraque. Il me frappe de la matraque, j'évite le coup et je cours. Je vais me placer parmi des vieux là. Il y a un qui me donne un morceau de billet, dit bon, si le policier vient, tu vas montrer ça. Et c'est comme ça que j'ai pu assister au match. Mais je ne savais jamais qu'un jour je pouvais rentrer gratuitement au stade. Voilà. Oui. Mais ça c'est vraiment une anecdote, Anthony, qu'on peut retrouver. Dans notre génération, on a aussi connu ça. Moi, je me rappelle aussi qu'elle chacun de nous, tout passionné de foot ou de cinéma, a vécu des instants comme ça, devant une salle de cinéma, devant le stade, en le cherchant, sans billet, à vouloir à tout prix aller voir le spectacle, qui est un match, qui est un film. Alors, Ghislain Joseph, pour boucler cette partie jeunesse, je reviens un peu sur une anecdote. Votre entrée au lycée Savonneau de Brazza. J'ai lu à page 38, vous étiez admis au lycée, mais vous n'étiez pas au courant que vous étiez admis. Dans votre tête, vous croyez que vous étiez échoué. Comment ça s'est passé? Bien, parce que moi, je fais le concours à Kinkala. Je passe le concours d'entrée au lycée Savonneau de Brazza à Kinkala, et c'est Kinkala qui doit m'informer si je suis admis ou pas au lycée. Or, quand les vacances se terminent, je suis à Brazzaville. Donc, Kinkala ne m'informe pas. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, quand j'attends peut-être une convocation du lycée pour m'annoncer que je suis admis, je n'ai pas cette convocation-là. Donc, comme ça, mon oncle paternel me demande, alors, mais Joseph, tu vas faire quoi? Je dis, non, mais j'attends les résultats, mais ils n'arrivent pas. Mais écoutez, il faut faire la dactylographie, peut-être ça va t'aider à pouvoir obtenir un emploi. Bon, j'y adhère et j'attends que papa puisse m'inscrire au centre de dactylographie qui était à côté de la boulangerie Léon, vers le rond-point Coupole. Et cette inscription n'arrive pas, et comme ça, bon, déjà au niveau de mes cadets à Bakongo, pendant que vont à l'école, moi je suis là comme un chômeur, on commençait à rire de moi. Et un jour, je vais en ville et je rencontre un ancien collègue de l'école primaire de Kinkala, qui me dit, mais comment? Mais toi, tu ne viens pas à l'école alors que nous, on a commencé, ils étaient déjà à 20 jours. Je dis, mais alors, mais moi, je vais venir, moi, je ne suis pas admis, je ne vais pas venir. Mais si, tu es même dans ma classe, c'est moi qui suis le chef de classe. Et ton nom, je l'ai bien sur la liste. Je dis, oh, c'est pas vrai ton affaire là. Je dis, non, tu n'as qu'à venir au lycée, puis tu verras, monsieur le surveillant général. Alors, le lendemain, bon, ben, comme ça, je vais au lycée Savonneau de Brazza et je vais au bureau de monsieur
le surveillant général, M. Omuller, il s'appelait. Il me dit, maintenant, jeune homme, qu'est-ce qui vous emmène? Je dis, monsieur le surveillant général, je viens voir si je suis admis au lycée Savoyen de Brazza. Il dit, quoi? Mais c'est maintenant que vous vous présentez? Je dis, mais je ne savais pas. Bon, mais écoutez, je veux vérifier la liste des admis au lycée. Vous avez passé le concours à Kinkala. Donc, il a regardé les admis de Kinkala. Votre nom? J'ai donné le nom, le prénom. Mais oui, mais vous êtes admis. Bon, écoutez, prenez le billet d'entrée. Vous êtes en 6e M5. J'ai dit, mais monsieur le surveillant général, mais je n'ai pas la tenue, je n'ai pas... Bon, écoutez, je vous donne la liste déjà des fournitures et demain, vous venez. Attention, il faut être bien habillé. Il faut avoir des chaussures. Hein. Voilà comment ça s'est passé. Donc, pratiquement, au 20e jour de la rentrée, c'est là où je vais faire mon admission au lycée Savoyen de Brazza. Voilà. Merci Ghislain Joseph Gabio, merci Sir Makosso. Nous sommes là avec vous, vous êtes sur Ziana TV, mission spéciale Ghislain Joseph Gabio, à l'occasion donc de la sortie de son livre Dans le rétroviseur de ma vie, et nous parlons de la vie de Ghislain Joseph Gabio, monsieur Tao Tao, qui n'est plus à présenter, un des grands noms de la presse congolaise, notamment de la presse sportive. Alors Sir et Ghislain Joseph, on va faire un petit bond dans le temps. Donc, on laisse Ghislain Joseph Gabio entrer au lycée donc en 6e et on se projette, on arrive en première. Et vous allez savoir pourquoi je choisis la classe de première, parce que c'est là que, effectivement, la carrière, sans que ça soit vraiment carrière, commence à petit à petit. Vous êtes en première et vous vous intéressez à la radio. Déjà, il y a eu une première expérience dans l'enfance avec le journal La Semaine de l'AF. Et là, vous décidez, vous voyez que beaucoup de vos condisciples, beaucoup, notamment Guy Noël Sam, passent déjà, tout en étant au lycée et déjà à un pied à la radio, vous dites, pourquoi pas moi? Vous sollicitez un rendez-vous, avec le directeur de programme, en ce temps-là, Joachim Bitouloulou, vous obtenez ce rendez-vous et tout part de là. Effectivement, tout part de là. Ce rendez-vous avec le directeur de programme, Joachim Bitouloulou, qui me demande de revenir une autre fois afin qu'il puisse me faire passer un test. Et je repars au rendez-vous. Il m'emmène au studio avec des textes. Et il me dit, bon, vous avez 15 minutes, vous préparez ces textes. Il y avait des dépêches du journal, il y avait également quelques petites nouvelles concernant des émissions. Et c'était pour voir si j'avais une bonne diction, si j'avais une voix radiophonique. C'est ça. Donc, dès que j'ai terminé, il m'a placé dans le studio et me fait enregistrer les textes qu'il avait mis à ma disposition. Quand j'ai terminé ces textes qui avaient pris pratiquement une dizaine de minutes, je sors du studio. Il me dit, bon, écoutez, maintenant, vous pouvez partir. Je vous reconvoquerai. Je suis donc parti un peu inquiet parce que je me suis dit, mais... Vous n'étiez pas sûr? Ah non, je n'étais pas sûr. C'est vrai que déjà au niveau du lycée, je lisais très bien, mais entre la lecture qu'on fait à l'école et la lecture à la radio, c'est pas la même chose. Non, non, pas la même chose. Donc, il faut avoir une bonne voix et une bonne diction. Et une semaine après, je recevrai un courrier du directeur du programme qui m'invite à me présenter à la Voix de la Révolution congolaise, Radio Congo. Et quand je m'y présente, c'est pour apprendre la bonne nouvelle. Monsieur, nous vous retenons. Vous allez
donc être mis à la disposition de quelqu'un, Alphonse-Marie Toukas, et avec lui, vous verrez comment on apprend d'abord le métier et il vous fera participer à ses productions. Et c'était parti comme ça. Mais voilà donc. Ghislain, est-ce que c'était aussi facile que ça? Parce que là, on a l'impression que c'est quand même facile. C'est-à-dire que vous allez, vous mettez, on vous appelle, vous restez. C'était l'époque, en fait. Bon, disons que c'était pas facile. Quand on vous entend, on a l'impression quand même que c'était... Vous débarquez, une semaine après, vous êtes recruté. Bon, mais vous voyez, c'est que j'avais des dispositions, en fait. Hein. J'avais des dispositions qui ont fait que la voix radiophonique était là, la bonne diction était là, et par la suite, quand Alphonse-Marie Toukas me prend, il ne me met pas directement tout de suite dans ses productions. J'ai dû attendre 2-3 mois. J'étais là seulement pour suivre ses productions, le voir travailler. Et petit à petit, bon, il m'introduit. Donc, ce n'était pas aussi facile que ça, Anthony et Cyr. Vous avez raison. Mais comme j'avais des dispositions, ça semblait aller vite. Voilà. Et avec Alphonse-Marie Toukas, qui est en ce moment votre encadreur au sein de la Radio Congo, c'est lui qui a l'idée de vous appeler Gabio, de dire, fini votre nom de naissance, vous êtes maintenant Joseph Gabio. Et c'est parti comme ça. Oui, c'est parti comme ça. Parce qu'il dit, bon, écoute, hein, vous êtes ici à la radio, hein, vous ne pouvez pas... C'est vrai, son vrai nom. Joseph Gabio, non, ça c'est pas vivant, ça, c'est pas vivant. Joseph Gabio. Et c'est lui donc qui m'a donné ce pseudonyme parce qu'au niveau de la radio ou de la télé, on a droit d'avoir un pseudonyme. Et par la suite, bon, l'histoire fera que Gabio n'est plus un pseudonyme, c'est un nom. Je l'explique d'ailleurs dans le rétroviseur, comment c'est arrivé. Et à ce moment-là, arrivent les premiers Jeux africains. Nous sommes en 1965 et vous avez 20 ans. Vous êtes très jeune. Hein? Si vous vous rendez compte d'un jeune de 20 ans qui se retrouve reporter sur une chaîne nationale, aujourd'hui, ça serait... C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Et là, c'est Guy Menga. C'est Guy Menga qui sera mon mentor parce que c'est lui qui m'apprendra le reportage sportif. Et je trouve en ce moment-là d'autres jeunes qui étaient avec nous au lycée Savoyard de Brazza. Un jeune qui était à l'extérieur, c'est Jérémy Bisset. Lui, il travaillait déjà. Il était agent de Shell. Un autre jeune qui était au PTT, aux ZUT, comment le nom m'échappe comme ça, c'est Oku, voilà. C'est Paul Oku. Donc, nous étions pratiquement 4 à 5 jeunes gens qui étaient formés par Guy Menga en vue des premiers Jeux africains. Et bon, on a réussi notre formation et quand les premiers Jeux africains sont arrivés, nous étions des jeunes reporters pour la couverture des premiers Jeux africains. Et quel souvenir vous gardez de ce moment-là? Vous vous retrouvez à 20 ans à couvrir une grande compétition, sans le savoir, une compétition qui va marquer l'histoire du sport africain, puisque jusqu'aujourd'hui, la compétition existe toujours. Bon, d'abord, j'étais très enthousiaste. Et l'autre atout que j'avais, je parlais anglais. Voilà. Donc, quand je me retrouvais avec des sportifs anglais, je pouvais faire une interview et arriver au magazine des sports ou dans les émissions
sportive, mais je n'avais pas de difficulté à traduire l'anglais en français. Cette ambiance d'abord que je trouvais parmi les sportifs m'avait tellement passionné que non, j'étais dans mon assiette puisque j'aimais bien le sport. Et alors, après les premiers Jeux africains, vous vous achetez un fameux vélo Solex et vous allez à Madia. Alors, j'aimerais bien voir ce jeune homme de 20 ans qui vient de couvrir un grand événement. Il est passé à la radio nationale. Il s'est acheté un vélo. Il va quand même dans son petit village tranquille en vacances, zen, en se disant bon, ça ne change rien à ma nature. Je suis un gars de Madia, je reviens chez moi. Et là, vous êtes dans l'administration des affaires de votre oncle tranquille. Mm-hmm. Bon, d'abord, le vélo Solex, je ne l'ai pas amené à Madia. Le vélo Solex est resté. Attends, je l'ai gardé à Bakongo, à la rue Alexandrie. Donc, ça, c'était pour Brazzaville. Quand je revenais des vacances à Madia, effectivement, là, je me mets au service de oncle Pierre Matingou et je travaille dans son secrétariat administratif. Déjà, je commence à dactylographier le courrier. Mais je vais vous dire et vous surprendre, Sire et Anthony, que oncle Pierre Matingou me dictait 3 à 4 lettres à la fois. Et vous 3 à 4 lettres à la fois. Mais je prenais des notes. Ah, voilà. Je prenais note. Ah oui, je prenais note. Quand il dicte, moi, je prends des notes. Et quand j'ai fini de prendre note, je fais un brouillon de toutes ces lettres, je les lui présente et il procède à la correction. Quand il a fait la correction, je vais maintenant chez le grand datilographe qui est Ken Midi, puisque lui, c'est lui qui m'avait appris à taper à la machine, ou faire à la machine, et lui, il emmène donc, il me donne des directives, des enseignements, comment faire la marge, comment également présenter le courrier. Donc, ça, parfois même, la lettre m'est dictée ou les lettres me sont dictées à pratiquement 30 minutes du passage de l'autorail. Parce que ce courrier, je dois aller le porter dans la voiture de la Micheline qui va sur Pointe-Noire, parce que c'est du courrier du Pointe-Noire. Donc, en 4e vitesse, il faut faire tout ça et courir à la gare pour poster ce courrier. On était pratiquement à 500 peut-être kilomètres de la gare de chemin de fer. Et j'y parvenais. Maintenant, si j'étais en retard, oncle Pierre Matingou demandait au chauffeur de me conduire tout de suite à la gare pour aller poster le courrier. Voilà. Et là, ça, c'était une anecdote. On revient donc sur le journaliste, puisque c'est par cette casquette qu'on vous connaît, même s'il y a d'autres casquettes en tant qu'auteur et en tant que membre et formateur, on aura peut-être l'occasion de revenir sur toutes ces casquettes. Et il y a ce fameux concours qui vous amène en France. Vous participez à un concours organisé par le ministère français de la coopération. Vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous vous engagez quand même, mais le résultat est positif et vous vous retrouvez au studio école Maison Lafitte à la fin des années 60, si ma mémoire est bonne. Vous êtes à Paris. Oui, donc je suis à Paris et nous sommes pratiquement des jeunes qui venions de pays francophones d'Afrique, au nord et au sud du Sahara. Il y avait aussi des Asiatiques, des Cambodgiens qui étaient avec nous. C'est un concours que nous faisons maintenant, une admissibilité que nous avions faite au départ
de Brazzaville. C'était Brazzaville pour nous qui étions à Brazzaville. Et pour les autres qui l'ont passé dans leur capitale. Tout ceci va donc nous permettre, une fois en France, de pouvoir apprendre cette fois le métier. Mais il faut d'abord, Anthony, être admis. Ouais. Nous sommes une cinquantaine. Et dans la cinquantaine, c'est un concours, on n'a besoin que d'une quarantaine. Donc, il faut être parmi les 40. Si vous n'êtes pas admis, le lendemain ou les jours qui suivent, on vous donne votre billet, vous repartez chez vous. Alors, vous voyez que vraiment, si vous êtes parmi de Brazzaville, vous dites, moi, je vais aller étudier là-bas, on peut voir 2 semaines après. Alors, même si il y a le goût d'avoir vu Paris, mais c'est une honte après. Hein. Donc, bon, finalement vous êtes quand même... Je suis parmi les admis et je vais donc pour faire ma formation de journaliste, de producteur. Voilà. Et vous êtes admis en même temps que Célestin Gongaran-Kwa et beaucoup de confrères à ça. Et c'est là, curieusement, vous qui vivez au Congo, qui vivez à Brazzaville, apprenez l'Ingala. En contact des aérois, alors que vous venez de Brazzaville. Et en plus, c'est un Lingala qui l'apprend à Paris, en plus. Hein, c'est le Lingala qui l'apprend à Paris. C'est curieux quand même comme situation. Oui, mais de toute façon, c'est comme vous, Sir Anthony. Mais vous n'apprenez pas Lingala ou bien Kikongo hein, ou Monukutuba à vos enfants. Alors que vous voulez parler à ces enfants-là d'une manière, hein, vous avez un secret à vous passer. Parce que les gens qui sont là qui comprennent français, si vous leur parlez en français, ce n'est plus un secret. Donc, nous sommes dans cette situation-là où, entre Congolais de Kinshasa et Congolais de Brazzaville, pour échanger, il n'y a que le Lingala qui nous unit. Et j'étais obligé de mettre, et avec plaisir, parce que d'abord, ça me permettra de bien interpréter les chansons de Kinshasa et de Brazzaville. Et deuxièmement, quand nous aurons des informations secrètes à nous passer entre Zaïgo et Congolais, eh bien, ça en est là qu'on le sait. Et je m'y suis mis et avec plaisir, ça a marché. Et après, au moment où vous êtes en France, se déroule également un événement important qui marque l'histoire de France. C'est les événements de mai 68. Vous vivez en France les événements de mai 68. Vous êtes étudiant en formation en journalisme. Vous voyez les autres étudiants faire des revendications et les grèves, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de changements. C'est un moment historique en France. Vous le vivez en direct. Et quelque temps après, vous repartez, bien entendu, vous repartez au Congo. Et vous constatez que la situation n'a pas évolué au niveau de la RTC, que la télévision est encore embryonnaire, que c'est pratiquement le Moyen-Âge de la télévision. Oui, c'est vrai que vous avez, par exemple, une manière du matériel moderne. Parce que, alors, Anthony, on va peut-être demander à Gabio, parce qu'il a un gros souci de réseau, là, le son n'est plus bon. Si il peut se déconnecter et revenir, comme ça, le réseau va se réinitialiser. Parce que là, ce n'est plus bon. On n'entend plus grand-chose, Gabio. Peut-être essayer maintenant, je ne sais pas, mais on n'entend plus. Hein. Essayez de vous déconnecter et puis reconnectez-vous. D'accord. Oui, oui. Voilà, nous avons un petit souci technique avec notre invité Ghislain Joseph Gabio et en attendant qu'il nous rejoigne, puisqu'il va se déconnecter pour revenir avec Cyr, on va
passer donc du temps à attendre. Sire, nous sommes depuis pratiquement 1 heure en train de parler de la vie, de l'œuvre de Ghislain Joseph Gabiot. Et on sait que dans le rétroviseur qu'il est né en 1945 à Kinkala, qu'il a perdu très tôt ses parents. Donc, il est rentré dans la vie avec déjà cette grosse difficulté de grandir seul, sans ses parents. Mais il a été tellement entouré par sa famille que ça ne l'a pas empêché d'aller loin, de faire des bonnes études. Et oui, nous sommes au niveau où il a commencé son travail de journaliste. Donc, il est de retour à Brazzaville après une formation de plusieurs années en France. Il a vécu mai 68. Et il arrive à Brazzaville, il se rend compte que beaucoup de choses manquent encore, alors qu'il revient de France, là où il y avait le matériel au dernier cri, il revient sur Brazzaville, il n'y a pratiquement rien. J'aimerais donc dire à ceux qui nous suivent qu'il est possible de poser des questions à Ghislain Joseph Gabiot. On en a déjà, Anthony, il y a déjà des questions. Il y a déjà des questions, oui. Voilà. Qu'on a tout à l'heure. Alors, il faut quand même dire, pour ceux qui nous suivent, c'est que cette émission a été conçue sur la base d'un livre, un livre qui est sorti il y a quelque temps, Dans le rétroviseur de ma vie. C'est une autobiographie. Et donc, Gabiot parle un peu de sa vie. Il faut quand même dire qu'il y a un homme qui revient ici, c'est son oncle Matingo. Hein. On voit quand même que cet oncle l'a vraiment porté et a fait de lui ce qu'il était. C'est pratiquement son père, c'est celui qui l'a élevé puisqu'il n'avait plus ses parents. Oui, tout à fait. C'est cet oncle-là qui a tout fait pour lui. Et c'est cet homme-là qui a fait que nous ayons Gabiot. On voit aussi, c'est un jeune homme qui est déjà doué, en fait. Hein. Il est déjà doué très tôt. On découvre le journaliste un peu tard, mais sauf qu'à l'âge de 10-11 ans, il écrivait déjà, en fait, dans la semaine de l'AEF à l'époque. Donc, un journal papier où il pouvait proposer ses articles et éventuellement… À 13 ans. Il avait 13 ans. Tout à fait. C'est quand même incroyable de voir un enfant de 13 ans écrire un article publié par un journal. Avec tout le modernisme que nous avons, j'ai du mal à voir un enfant de 13 ans aujourd'hui faire ça. Mais à l'époque, ces enfants-là étaient déjà assez doués. Et on voit aussi, par exemple, comment à cette époque-là déjà, des hommes comme Alphonse-Marie Toukas, qui sont à la radio, qui sont déjà des grandes stars déjà à cette époque-là, qui tiennent la radio et qui le prend sous son ombre et finalement change complètement un nom. Tu dis qu'il y a un nom comme un villageois qui s'appelle Mungabio, il devient Gabiot et à partir de là, tout le mythe, je dirais, naît, quoi, en fait. Mais on se rend compte qu'en ce temps-là, il n'y avait pas trop de complications. Même si après, il faut travailler, vous voyez, si il sollicite de rencontrer le directeur de programme, il expose son projet. Une semaine après, on lui dit, venez, faites un test et c'est OK. Parce que ce soit le directeur de programme, que ce soit Alphonse-Marie Toukas, ils ont perçu qu'il y avait quelque chose dans ce jeune homme, qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. Donc, on va voir si Ghislain Joseph Gabiot nous rejoint. Je pense qu'il doit nous entendre, Gabiot. Est-ce que vous pouvez revenir, remettre la caméra et puis que nous puissions continuer cet échange? Je pense que beaucoup de Congolais attendaient ça. Je le vois par l'engouement et les commentaires. C'est vrai qu'on a fait le choix pour nous, désormais, Diana TV, d'aller chercher ces hommes qui font notre histoire afin qu'on puisse… C'est vrai que Gabiot, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a un livre. On découvrira aussi sa passion de l'écriture, mais c'est un homme qui a d'abord parlé et aujourd'hui, finalement, il sait que la parole s'envole, les écrits restent. Et ce sont ces écrits qui nous permettent aujourd'hui de parler de lui et qui nous disent exactement un peu toutes ces anecdotes où on comprend très bien que c'était aussi des bonnes rencontres, la rencontre de Guy Menga, la rencontre de Alphonse-Marie Toukas. Je rappelle donc que c'est Guy Menga qui a préfacé ce livre que vous pouvez trouver sur l'Harmattan, qui est bien disponible. C'est Guy Menga qui a écrit la préface de cet ouvrage, Dans le rétroviseur de ma vie, de la gare à Mamadiga aux 5 continents en passant par Brazzaville. Donc, un enfant parti d'un village qui visite tous les continents et qui a beaucoup de choses à nous dire, qui a vécu l'histoire. N'oublions pas que de par son âge, il a vu la proclamation de la République du Congo en 58. Il a assisté à l'indépendance le 15 août 60. Donc, c'est des gens qui ont vécu des grands événements de la jeune République du Congo, plutôt la République du Congo qui a aujourd'hui 60 ans.
mais c'est jeune par rapport à d'autres républiques. Il faut dire aussi une chose, c'est que pour ceux qui ont la possibilité d'acheter ce livre, il est chez l'Harmattan. Vous verrez qu'il y a pas mal d'illustrations. C'est vrai qu'on ne veut pas les mettre là pour vous permettre d'aller les chercher. Vous verrez qu'il y a des noms, des visages, parfois des images assez inédites qui vous montrent en fait dans cette œuvre ce que Gabio a pu faire, comment est-ce qu'il est arrivé à Paris, ces hommes qui l'ont rencontré, qui l'ont fait avancer. Et c'est vraiment un livre, Anthony, c'est quand même surprenant qu'un homme comme Gabio, cette biographie ne fait que sur les quelques pages en fait. Hein. Il pouvait en écrire plus, il a fait l'économie. Il a sans doute fait l'économie. Oui. Au moins ça fait 122 pages. Au moins, il nous laisse quelque chose, contrairement à d'autres. Au moins, on aurait peut-être aimé qu'il y ait 2 volumes, comme peut-être les mémoires d'autres personnes. Mais déjà, c'est pas mal. C'est assez surprenant de voir qu'il relate tout ce qu'il a vécu, mais qu'il s'en fasse seulement 122 pages. Est-ce que Sire, toujours rien, aucun signal du côté de… Non, toujours, il n'est toujours pas revenu. Mais il faut dire aussi, Anthony, la mémoire qu'il a, Gabio. Hein. À 75 ans, il a encore une mémoire qui est toute fraîche, parce qu'il a pu encore fredonner ses chansons de l'époque quand il était en primaire sur Monseigneur Augoire, le grand explorateur, ou encore sur ces gares qu'il fallait retenir. On dit quand même que l'homme a encore toute sa tête. Des chansons qui aujourd'hui ne peuvent plus être chantées dans les écoles, vu tout ce que l'histoire nous a démontré, que certaines vérités n'étaient pas réellement des vérités et qu'il y avait en partie beaucoup de mensonges et beaucoup de non-dits. Aujourd'hui, j'imagine mal les élèves dans une classe au Congo à chanter maintenant le gloire grand explorateur. Non, aujourd'hui, on chante pour d'autres gloires, Anthony. Voilà. C'est d'autres explorateurs qui ont remplacé Monseigneur Augoire. On chante pour l'immortel, on chante pour le fondateur du parti. Voilà. Ça, on a chanté ça quand on était enfant. Oui. Et ce qui est sûr aujourd'hui, Joseph Gabio est une référence. Et aussi cette mémoire de l'histoire du Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, Anthony, il a traversé ces époques, hein, ces grandes époques, ces grandes dates qui ont fait l'histoire du Congo. Et finalement, il est aujourd'hui, je dirais, à un moment où il sait qu'il faut laisser à la postérité des éléments de cette histoire, sa propre histoire d'abord, qui imbrique aussi celle du Congo et surtout celle je dirais, de notre radio, de nos médias, de notre chaîne nationale. Et finalement, si déjà à son époque, en rentrant de Paris, il constate que la chaîne est encore au Moyen-Âge, certains se poseront peut-être encore la question aujourd'hui, pour ceux qui ont l'opportunité d'être formés ailleurs et qui repartent au Congo pour poursuivre leurs activités professionnelles, doivent aussi être surpris, en fait, par rapport à ça. Et il y a aussi… En lisant son livre, on se rend compte que dans le temps, les gens préféraient travailler à Radio Congo, qui était plus suivi sur l'ensemble du territoire national, qu'à Télé Congo, où il n'y avait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Les gens veulent être à Télé Congo pour être vus et moins à Radio Congo. Mais ça aussi, Anthony, on comprend très bien que c'est un moment, je dirais, important pour lui. Lui, il est resté l'homme de la radio. Et de la télé aussi, surtout de la télé. À la télé un peu plus tard, mais lui, c'est d'abord la radio, sa première vocation. Il a commencé à la radio et puis… C'est la radio, quoi. Et puis, il a pris en charge le service des sports de Télé Congo. Alors, toujours aucun signe de notre invité? Aucun signe, sans doute que le gros souci de réseau de la part du Ghislain Joseph Gabio. Mais Anthony, ça pourrait être l'occasion pour nous de faire un 2e tome, parce que si aujourd'hui, on découvre l'homme par rapport à sa vie, on découvre aussi, on découvre aussi ce qu'il a pu faire, Gabio. Je pense que maintenant, on va avancer, puisqu'il est revenu Ghislain Joseph Gabio, avec lequel nous échangions, mesdames, messieurs, sur ce plateau qui revient sur le rétro de sa vie. Le rétro, hein, c'est ce qu'il a écrit, qui a été publié il y a quelques mois chez l'Harmattan, ce livre encore tout chaud, que vous pouvez commander en ligne par les click and collect, afin, bien sûr, de retracer sa vie, de voir un peu… Il ne coûte que 14 €. Raison de plus pour le commander, pour ceux qui l'apprécient, parce que je vois les remarques. La vie de Ghislain Joseph Gabio, résumée dans cet ouvrage, ne vous coûte que 14 €. Donc, faites tout pour vous en procurer parce que
C'est petit, mais c'est costaud. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur la vie de l'homme. Et on comprend, en le lisant, pourquoi l'homme est comme il est. Ce qu'il a vécu de son L'homme est là, comme on dit. Il est revenu, Ghislain Joseph Gabiot. Il est là? Voilà. Il est là parmi nous. Alors, Anthony, peut-être que on a eu un petit souci. Est-ce que vous nous entendez, Ghislain Joseph Gabiot? Moi, je vous entends. Je vous entends. Voilà, Ghislain Joseph Gabiot, je ne sais pas comment ce que vous disiez à l'époque, Yaoundé, ici Brazzaville. Donc... Ici, Germain Bisset qui vous parle de Yaoundé. Voilà. Germain Bisset, Ghislain Joseph Gabiot, le fameux duo qui a fait vivre Yaoundé 72. Alors, Anthony, avant qu'on arrive à Yaoundé 72, on va peut-être prendre les deux questions qui sont en ligne déjà pour que Gabiot donne des éléments de réponse. Il y a M. Bounzanga plutôt, Didier Bounzanga qui pose la question de savoir qui avait choisi le générique du magazine des sports. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Ghislain Joseph Gabiot, la chanson là. Marie-Jeanne, Samosama. Qui a choisi ce générique? Il y a une question de notre téléspectateur. Oui, c'est... Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est M. Tao qui l'avait choisi. D'accord. Mais sur quelle base, en fait? Il n'y a rien de sportif. De la victoire des Diables Rouges à Yaoundé 72, parce que pendant cette compétition, les Bantous de la capitale étaient avec nous. Et cette chanson a finalement été la chanson de la Coupe d'Afrique des Nations de football 8e édition. Voilà pourquoi, pour nous, dans le symbole du magazine des sports, de la voix de la Révolution congolaise, je l'avais choisi. C'était un bon choix puisque ça nous est resté encore jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si les bandes existent encore, mais on l'entend. Qui était le compositeur en fait? Qui avait composé cette chanson? C'est les Bantous? Allô? J'ai perdu le son là. Nous, on vous entend, Gabiot. Nous, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez, Ghislain Joseph Gabiot? J'ai perdu le son. Ghislain Joseph Gabiot, ici, Sir Makosso et Anthony Muyungi. Est-ce que vous nous entendez? Alors, il a perdu le son, Anthony. Anthony, on n'a plus le son. Je vois bouger. Vous me voyez? Bouger, mais je n'ai pas le son. Je vous entends. Vous n'avez pas le son? Oui. Sir, il n'a pas de son. Ben, ça, il n'y a que lui qui puisse régler ça. On n'a pas de technicien de Radio Congo ici pour pouvoir le faire. Mais alors, Anthony, ce qui est sûr, je pense que Gabiot doit avoir quelques difficultés par rapport au son. Est-ce que vous nous entendez maintenant, Ghislain sur Gabiot? Non. Il n'y a plus de son. Décidément, un gros souci de son. Ouais, gros souci de son du côté de notre invité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mais comme il ne nous entend pas, c'est ça qui va être un peu difficile pour lui donner des instructions. Mais la moindre des choses, c'est encore de se déconnecter et puis de revenir. Anthony, je pense qu'on va peut-être prendre rendez-vous avec… il est mieux qu'on arrête parce que ça commence à devenir récurrent et on va arrêter pour prendre un nouveau rendez-vous. On va prendre rendez-vous, donner un rendez-vous. Une autre émission et on va partir… Mais sinon, reprendre dès demain, Anthony Muyungi. Dès demain, mais tout dépendra de la disponibilité de notre invité. Voilà. Et on va discuter avec lui et on va revenir. Je ne vous entends pas. Voilà. Donc, Sir, on met donc un terme à notre entretien. Donc, c'était la première partie. C'était la première partie de cet entretien. C'est la première partie. Avec Gabiot. Les conditions techniques nous obligent à nous arrêter là. Et on va en interne trouver un autre rendez-vous et on vous annoncera pour la suite de notre entretien avec Ghislain Joseph Gabiot. Ce qui est sûr, Anthony, ceux qui nous suivent attendent cette partie de Yaoundé 72. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire et ceux qui nous suivent devraient vraiment avoir une attention assez particulière. Entre-temps, vous pouvez déjà vous procurer le livre. Vous pouvez vous procurer le livre chez l'Harmattan, ce qui vous permettra de rentrer dans l'univers de Gabiot et de vous permettre déjà
de pouvoir préparer vos questions, même en fonction poser de ce qu'il a déjà écrit ici. Le prochain numéro. Oui. On s'arrête là. Ghislain Joseph Gabiot rentre fraîchement de France, où il vient d'apprendre le métier, et il revient à Brazzaville. Il constate que pas grand-chose n'est fait. Donc, on va commencer là, au début des années 70, et qui dit début des années 70, va nous amener donc au Cameroun 72, et pour beaucoup jusqu'au fameux match de 85, qui marque aussi un tournant sur le plan technique. Non seulement le Congo perd, mais il y a une prouesse technique qui est réalisée par la télévision zaïroise et la télévision congolaise. Pour la première fois en Afrique, deux pays retransmettent sur deux chaînes différentes le même sang. Donc, pendant les années 80, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et il nous en parlera également, et de toutes les autres personnes qu'il a eu à former, puisqu'il a été également enseignant et formateur au niveau de l'École supérieure du parti et à l'Institut des sports de l'Université Marine-Wabi. Donc, on se donne rendez-vous plus tard dans les prochains jours pour aborder ces questions avec notre invité. Merci d'avoir suivi donc cette émission spéciale qui est un peu tronquée. Merci de vous être monté patient et nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément. On aurait aimé aller jusqu'au bout en une fois, mais nous ne gérons pas certains mécanismes. Alors, on se retrouve prochainement. Merci à vous, merci à Cyr et merci à notre invité également. On se retrouve dans les prochains jours, toujours sur Ziana TV.